Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Il est 18h15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On évoque la disparition de cette jeune fille, Justine Vérac, 20 ans, dont le corps a peut-être été retrouvé tout près du domicile du principal suspect. Cet homme s'appelle Lucas, c'est un agriculteur de 21 ans. Il est évidemment placé en garde à vue et interrogé par les enquêteurs. Noémie Schulz du service police-justice de CNews. Quel est le profil de ce jeune homme, Noémie ? Oui, Laurence, assez peu d'informations filtrées pour le moment. On sait qu'il s'agit d'un jeune homme de 21 ans, agriculteur, qui travaillait dans l'exploitation de ses parents. Lui et sa famille sont d'ailleurs bien connus des habitants de Bénat, avec qui Jean-Luc Thomas a pu échanger ce matin. Des habitants qui font part de leur sidération, qui décrivent une famille honorable d'agriculteurs depuis plusieurs générations, qui parlent du suspect comme de quelqu'un de sympathique, serviable, membre du club de football local. Ce suspect chez qui des traces de sang de Justine ont été retrouvées a avoué le viol et le meurtre de la jeune femme en garde à vue. Il était, selon nos informations, déjà connu de la police et de la justice pour un incendie volontaire d'un hangar, des faits qui remontent à 2020. Les habitants de Bénat parlent d'une bêtise d'adolescent. On sait aussi que le suspect et sa victime se connaissaient. C'est en tout cas ce qu'a dit à Jeanne Cancard, une amie de Justine. On aura sans doute beaucoup plus d'éléments à 18h30 avec la conférence de presse du procureur de la République de Limoges. Il prendra la parole sans doute une fois que le suspect aura été mis en examen. Merci beaucoup Noémie Schulz pour toutes ces précisions. Commissaire Lebars, ce que va nous dire le procureur dans quelques instants, c'est effectivement les incriminations qui pèsent sur ce jeune homme de 21 ans. Je pense qu'on a les faits dans leur version la plus minimaliste, des aveux, un corps. Le procureur va sans doute venir sur les motivations, le mode opératoire et effectivement les qualifications. Je ne sais pas si la mise en examen se passera exactement au moment où le procureur souhaite parler. Il va s'adapter à la mise en examen et à la suite de la phase judiciaire numéro 2, c'est-à-dire celle de l'instruction. Mais voilà, je pense qu'on va avoir des précisions et que ça va éclairer psychologiquement sur ce qui s'est passé, non pas pour comprendre, mais pour réfléchir à pourquoi ce type d'incrimination et quel type de geste. C'est très différent d'avoir un crime dans un couple et dans une violence interne à un couple d'un prédateur qui aurait pu être celui qui a pris une proie et qui aurait pu en prendre une autre. Donc voilà, on va attendre de voir ce que dit le procureur. Là maintenant, moi je fais partie de ceux qui parlent sans connaissance supplémentaire de ce que j'ai vu et de ce que je peux interpréter. Mais voilà. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'incrimination pour meurtre et pour assassinat ? C'est déjà la peine encourue. L'assassinat, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Ça veut dire qu'il y a préméditation ? Ça veut dire qu'il y a préméditation. L'assassinat, c'est le meurtre, mais qui a été organisé, préparé, et qui fait qu'il y a une intention criminelle qui est construite. Et puis en plus, il peut y avoir d'autres qualifications. En plus de celle de l'assassinat, je vous dis, le corps... Pour le moment, on nous dit de ce qui sort de l'enquête qu'il aurait été retrouvé sur indication de l'auteur qui est passé aux aveux, mais il peut encourir une poursuite aussi pour recel de cadavre. Ça dépend s'il a dit ou pas lui-même où se trouvait le corps et s'il l'a dit spontanément ou si c'est arrivé autrement. Donc voilà, on ne sait pas non plus quelles sont les causes de la mort. Ça peut être extrêmement différent. Je ne vais pas rentrer dans des détails sordides, mais de savoir si le viol est post ou pré-mortem, voilà, ça peut être extrêmement sordide. Tout ça, c'est l'autopsie qui va le dire, sauf si lui-même a donné une version, mais elle devra être confirmée, étayée par des actes d'enquête. Vous savez, dans la découverte du corps, on a parlé avec votre journaliste sur place du convoi funéraire. Il faut pas imaginer, il faut imaginer au contraire ce que c'est qu'une découverte de corps comme ça pour nos policiers enquêteurs et pour les spécialistes de l'identité judiciaire. Il faut faire toute une série de relevés sur place. Il faut négliger aucun détail parce qu'il peut y avoir des complices. Il est peut-être lui-même dans une phase de protection de complice, on ne sait pas, donc il faut rien négliger. Et puis ces mêmes enquêteurs qui vont se retrouver autour de la table du médecin légiste à assister à une autopsie. Donc c'est des moments extrêmement durs, y compris d'ailleurs pour les enquêteurs, parce que là vous êtes, comme disait Eric Nolot, on est dans la phase on est face au mal tel qu'il a été commis et à la psychologie du mal et de l'horreur. Donc c'est extrêmement douloureux quand on est policier de faire ce genre d'affaires. On les fait avec froideur, avec recul, avec objectivité et discernement, parce que tout ça, on doit ce genre de réponse à la famille et puis à la société, parce que ces crimes comme cela émeuvent la société, et la société a le droit aussi d'avoir des réponses, et c'est la parole du procureur qui sera la première réponse. Eric Nolot, effectivement, on est face à ce mal, le mal absolu, perpétré par un jeune de 21 ans, pas connu des services de police. On a l'impression d'une violence qui se désinhibe, qui, à la moindre frustration, s'exerce dans toute sa sauvagerie.
D'abord, je reviens sur ce qui vient d'être dit. En effet, il faut mettre des mots, pas que ça reste le mal absolu. Il faut essayer, pas de l'expliquer, parce qu'il y a un côté inexplicable, mais en tout cas de l'éclairer avec nos pauvres forces, puisque là, nous heurtons à nos propres limites psychologiques et métaphysiques. Après, moi, j'ai l'impression qu'en effet, à tous les niveaux de la société, dans tous les comportements, il y a une augmentation de la violence. Là, on est dans l'ultra-violence, on est dans le meurtre ou l'assassinat. On verra bien, mais moi, je vois que dans la rue, dans le métro, le moindre incident peut dégénérer en quelque chose de gravissime. Les gens ne se contentent plus de s'injurier, de s'échanger des noms d'oiseaux. Il y a des choses qui sortent des poches. C'est au mieux des couteaux. Parfois, je l'ai vu récemment, quelqu'un a sorti quand même un revolver en plein métro à l'heure de pointe. C'est quand même quelque chose que j'avais encore jamais vu. J'ai l'impression, le mot n'a pas bonne presse, mais j'ai l'impression qu'il y a un ensauvagement de la société qui me paraît incontestable à tous les niveaux. Nathan Dever, vous faites ce constat aussi au vu de l'enchaînement des affaires tragiques auxquelles nous avons assisté ? Alors, il est incontestable, je parle sous votre autorité, qu'il y a eu ces dernières années une baisse globalement des violences faites aux biens et une augmentation des violences faites aux personnes, avec une augmentation aussi sensible des violences gratuites faites aux personnes. On verra dans ce cas-là, mais en tout cas, on voit bien quand même qu'il y a ce que vous décriviez, même des scènes dans le métro, des choses qui normalement se règlent par des insultes, tout au plus, qui peuvent prendre des dimensions tout autres. J'aurais juste une forme de réticence par rapport à un point. C'est qu'un fait divers, c'est toujours tragique, enfin quand c'est un fait tragique, ça suscite de l'émotion. Et une émotion qui est normale et qui est presque illimitée, parce qu'en effet, cette confrontation au mal métaphysique, ça suscite des émotions absolument exacerbées, d'indignation absolue, de terreur, d'horreur. Et quand on en parle au niveau dans le débat public, pour traiter de questions qui sont des questions politiques, comme le rapport à la sécurité, le rapport à la justice, le rapport, etc., c'est dangereux, me semble-t-il, d'entrer dans ces débats par la voie de l'émotion. Non pas qu'il faille n'avoir aucun affect et estimer de manière cynique que l'insécurité c'est pas grave et que les gens peuvent mourir, c'est pas grave du tout. Mais il me semble que sur des sujets aussi importants, il est crucial précisément d'avoir un regard rationnel, parce que l'émotion peut conduire à des réactions qui d'abord seraient potentiellement contre-productives, qui n'auraient absolument aucune conséquence sur les enjeux de sécurité, et en plus ça peut conduire à dissoudre aussi le lien social, et avec toujours quand un fait divers prend le pas sur le débat politique, ça peut court-circuiter des questions qui devraient être posées de manière parfois saine. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que vous adhérez à ce qu'on vient d'entendre sur le plateau ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il faut résister à la tentation de se jeter sur tous les faits divers, même si, parce qu'ils n'ont pas tous d'ailleurs la même résonance. Un certain nombre de faits divers peuvent mener à un fait social, un fait de société, et là, évidemment, c'est ouvert à tous les débats. D'autres ne sont effectivement que l'expression du mal, et malheureusement, la nature humaine est ce qu'elle est. Mais il y a un mot important qu'employait David Lebars tout à l'heure, qui parlait de frustration, potentiellement, comme hypothèse, de frustration sexuelle. Et je n'ai pas d'avis, évidemment, sur le fait divers en question, puisque nous ne savons pas en l'état du tout ce qui a pu motiver ce meurtre. En revanche, il me semble que nous vivons dans une société qui oublie l'éducation à la frustration et qui même délibérément, parmi de multiples autres choses, déconstruit la notion même de frustration, et la contrainte dans l'éducation est quelque chose qui apparaît comme une attente aux enfants. On va reprendre ce débat parce qu'il est très intéressant, la violence au quotidien dans la rue, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on en parle. Oui, et on en parle dans un instant, mais d'abord j'aimerais qu'on parte un instant à Roanne. Vous le savez, un père de famille est en garde à vue avec 3 de ses amis pour s'être fait justice lui-même. Il avait interpellé un jeune mineur qu'il accuse d'avoir agressé sexuellement sa petite fille de 6 ans. On a nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Thibault Marcheteau qui sont sur place. Bonsoir Régine. Quelles sont les dernières informations qui sont en votre possession, Régine ? Oui, bonsoir Laurent, c'est bien. Je viens de m'entretenir avec le procureur de la République de Roanne qui a pris sa décision. Donc la garde à vue est prolongée pour les 4 personnes jusqu'à demain matin, puisqu'elles vont être déférées au parquet. Il va les recevoir donc demain matin, où il va leur notifier non pas une comparution immédiate, mais une comparution différée. Elle devrait avoir lieu en janvier ou au plus tard février 2023 pour donc violence aggravée
interviewés. Alors, ils seront par contre déférés devant le juge des libertés et de la détention qui va leur notifier un contrôle judiciaire. Donc, il y aura des obligations. Par exemple, ils seront obligés d'aller toutes les semaines pointer au commissariat. Il y aura des interdictions comme celle de porter une arme ou encore d'être en contact avec la victime, Laurence. Merci beaucoup pour ces informations précieuses, Régine Delfour et Thibault Marcheteau, qui émanent donc du procureur, commissaire Lebars. Contrôle judiciaire, interdiction d'entrer en contact avec l'individu, mais il est en détention, donc évidemment, et garde à vue prolongée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, il y a besoin d'un temps d'enquête supplémentaire pour boucler, je dirais, les éléments qui sont à la connaissance de la justice. Demain, ils vont être présentés d'abord à un juge d'instruction. La phase du JLD pour le contrôle judiciaire, c'est la phase privation de liberté. Alors, qu'est-ce qu'on peut interpréter ? Ils vont pas être, en tout cas, de ce qu'on a entendu, placés sous mandat de dépôt. Pourquoi ? Parce que je pense, par déduction, que c'est des gens qui ont des garanties de représentation, que le trouble à l'ordre public ne le justifie pas. Bon, il y a différents motifs qui ne sont pas retenus. Le contrôle judiciaire, c'est la garantie pour la justice que ces gens-là ne se fréquentent pas entre eux, qu'ils viennent pointer au commissariat et qu'ils respectent la phase pendant laquelle ils vont être astreints à se soumettre à cette main de justice, et qui permettra ensuite à l'enquête d'être totalement bouclée pour être ensuite audiencée, comme on dit, c'est-à-dire être mise à l'audience devant un tribunal judiciaire, où là, ils s'expliqueront avec leurs avocats sur les faits qui leur sont reprochés par la justice. Mais la conclusion de la conclusion, c'est que la justice va poursuivre les faits de violence sur mineurs commis en groupe, avec sans doute des circonstances aggravantes. Ça aussi, c'est le procureur qui pourra le dire. Mais on peut interpréter ça, puisque sinon, à l'inverse, ils auraient été remis en liberté, on leur aurait rien reproché. Et c'est heureux et sain que la justice, même si effectivement Nathan Devers, c'est pas populaire, je vous le confirme, mais c'est le devoir d'un policier de dire aussi que la justice, elle est la même pour tous, parce que si on peut partir dans le débat de la vengeance ou de la loi du talion, que diraient ceux qui sont condamnés en voyant des gens, parce qu'il y aurait de l'émotion, être soumis à un autre traitement qui sera un traitement de faveur et pas poursuivi. C'est heureux que la justice fasse son travail. Régine Delfour et Thibault Marcheteau ont interrogé l'avocat d'un des hommes qui est gardé à vue et qui revient sur leur casier judiciaire. Il est avéré que ces 4 hommes, dont le père de famille, ont un casier judiciaire assez important. On va écouter ce qu'en dit l'un de leurs avocats. Ils ont des casiers judiciaires. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont libres, qu'ils sont quittes, en tout cas pour mon client avec ça. Moi, mon client, il a un casier routier. Donc, il a commis des contraventions au volant. Voilà ce que tout le monde, malheureusement, peut faire. Rien de plus, aucun antécédent de violence. Et c'est quelqu'un qui a appelé à la dernière minute et qui est intervenu à la dernière minute. Donc voilà, les antécédents n'ont rien à voir avec ça. On est en face d'un père de famille dont la fille a été d'abord agressée et sur le point d'être agressée à nouveau, qui a appelé des amis pour l'aider à interpeller une personne en attendant l'arrivée des forces de police. Voilà pour la réponse de cet avocat. C'est cet homme Boulanoir qui avait témoigné dans Punchline il y a quelques instants en expliquant que voilà, il avait pensé faire ce qu'il devait faire en interpellant ce jeune homme qui revenait sur les lieux pour une deuxième fois au lendemain de l'agression perpétrée sur la petite fille de 6 ans. Donc si le casier judiciaire c'est des infractions au code de la route, David Lebars, ça relativise la gravité de ce que l'on envisageait ? Alors, 2 choses. Attention à la version des témoins qui sont allés se répandre dans les médias, qui ne sont que des versions à prendre avec précaution, parce que c'est la justice qui donnera la vraie version. Rien ne dit que les témoins ou ceux qui ont participé à cette affaire, quel que soit l'angle, aient dit la vérité. C'est la justice qui va dire s'il y a la vérité ou pas. Et après, sur l'aspect juridique, le casier judiciaire, moi, j'ai pas connaissance du contenu du casier judiciaire. Heureusement, ça fait partie des données confidentielles que la justice a. Il faut différencier casier judiciaire des antécédents police. Déjà, premier point, casier judiciaire, ça veut dire condamnation pénale et ne peut être pris en compte par le magistrat quand il y aura audience. La notion de récidive, s'il y a condamnation donc par la justice dans le casier judiciaire à faits comparables, c'est-à-dire s'il y a des faits de violence commis par ceux qui sont poursuivis, là, il pourrait s'appliquer des notions de récidive. Donc, prudence là-dessus. Effectivement, c'est pas parce qu'il y a casier judiciaire qu'on est coupable, premier point. Et deuxièmement, c'est pas parce qu'il y a casier judiciaire qu'il faut taper plus fort, parce que le routier, ça n'a rien à voir, effectivement, avec des faits de violence. Donc voilà, il faut être prudent. Les avocats font leur rôle, sont dans leur rôle, ils défendent leurs clients. Mais celle, à la fin, qui va donner la version
qui sera celle qu'on devra admettre tous les uns et les autres, c'est la justice. C'est la justice. Éric Nolot, vous voulez revenir alors sur l'affaire précédente qui était l'affaire de Justine et de cette disparition et a priori de ce meurtre qui a été avoué par le... Oui, je voulais revenir surtout sous l'angle de l'émotion. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, parce que alors, dans le cas de Justine, si j'ose dire, il n'y a pas d'arrière-pays, il n'y a pas de thématique secondaire. Mais par exemple, dans le cas de Lola, il y a une thématique secondaire, celui des personnes sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Et moi, j'observe, c'est factuel, que sous le coup de l'émotion, on a vu quand même le ministre de l'Intérieur réagir et dire qu'on allait réduire de 12 à 4 le nombre des recours pour ces personnes sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Je pose une question, nous avons tous la réponse ici. Est-ce qu'il aurait pris cette décision? Est-ce qu'il l'aurait annoncé sans l'affaire Lola? Nous savons bien que non. Donc de temps en temps, évidemment que tout ne doit pas être laissé à l'émotion. Heureusement qu'il y a la justice, heureusement qu'il y a la police pour essayer de rationaliser tout ça. Mais j'observe que l'émotion est parfois un levier pour faire avancer des dossiers qui sont encalaminés depuis des années. Ça fait des années qu'on dénonce le fait qu'il est presque impossible d'expulser ces gens, puisque je crois qu'il y a 5% des obligations qui sont exécutées. Je trouve que l'émotion, parfois, a du bon, même si elle ne doit pas être notre seul maître. Bien sûr, et elle peut nous aider, Jean-Sébastien Ferjou, dans certains cas, à faire progresser les lois et la justice, peut-être? Pas forcément. Si, bien sûr. En tout cas, à partir du moment où ça devient un débat politique, il y a deux choses dans l'émotion. Je suis d'accord avec ce que vous dites, Éric Nolot. Bien sûr que oui, parfois, c'est le fait que soit mise au cœur du débat public une question en particulier, c'est ce qui fait avancer et qui exerce la pression suffisante pour que des responsables politiques acceptent de sortir de parfois des angles morts ou des impasses juridiques dans lesquelles ils se trouvent. Après, il y a l'émotion qui serait une espèce d'émotion non contrôlée, l'émotion non maîtrisée qui amènerait à prendre des décisions, mais ça n'est absolument pas de ça dont vous parliez. On a pu voir des gens qui peut-être en tiraient des conclusions extrêmement rapides et extrêmement vastes sur l'ensemble des étrangers. Évidemment, ça n'est pas de ça dont il s'agit. Mais pris dans l'autre sens, je pense qu'il faut résister à ceux qui justement emploient trop souvent l'argument de l'émotion pour noyer les débats, parce qu'il me semble quand même qu'il y a une réalité qui est incontestable, c'est que les Français sont très résilients. Et donc les gens qui s'inquiètent des récupérations, bien souvent c'est parce qu'ils sont dans le mépris pour leurs concitoyens, dont ils considèrent que si on leur mettait trop le nez sur la réalité, par exemple, d'un certain lien qui existe entre immigration et délinquance, qui deviendraient tous des brutes racistes qui se jetteraient sur le premier étranger qui passerait devant eux. Ça n'est pas le cas, ça n'a pas été le cas après les attentats, ça n'est pas le cas après ce type de fait divers tragique. Et donc respectons un peu l'intelligence collective et faisons confiance dans une démocratie, parce que la condition de la démocratie, c'est de considérer que chacun est capable de se faire une opinion digne en fonction des éléments qu'il a sous les yeux. Je constate qu'il y a beaucoup de gens qui se revendiquent à haut cri de la lutte contre le racisme, qui en réalité ne sont pas des démocrates parce qu'ils méprisent profondément leurs concitoyens. On va faire une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continuera à évoquer ces faits divers tragiques dont nous évidemment parlons depuis plusieurs jours déjà. A tout de suite dans Punchline. Europe 1. 18h, 19h. Punchline. Laurence Ferrari.